Bonjour à tous, bienvenue, c'est la saison 3 d'Entrecases. Bon, j'ai une voix spéciale retour de vacances. Promis, je n'ai pas été faire la fête, même pas, c'est juste ma voix, le stress de vous retrouver, j'imagine. Ou le bonheur incommensurable, évidemment, de démarrer cette nouvelle saison avec Nicolas Adolphi, qui est à ma gauche, évidemment. Bonjour à tous. Cher Nicolas, bienvenue. L'autre garçon de l'émission, il s'appelle Laurent Gianatti, il est juste derrière, il est en écran, mais c'est notre partenaire BD Geste, évidemment, aussi. Salut Laurent. Bonjour Emma, bonjour Nicolas. Salut Laurent. Vous nous présenterez tout à l'heure en deuxième partie d'émission votre coup de cœur. C'est un très joli livre, mais je n'en dis rien encore pour le moment. Mais l'autre très jolie chose qui est avec moi, c'est une femme, elle s'appelle Hélène Brulaire. Elle est à ma droite. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et bienvenue dans Entrecases. Vous êtes venue nous parler de votre album Je veux pas vieillir même. Enlevons le jeu, faisons plus de jeunes. On en est tous là, je suis bien d'accord. C'est dur ce que vous dites, mais enfin c'est tellement vrai. Cet album est évidemment hilarant comme tous les précédents. On est hyper content de vous avoir. Bienvenue et merci. C'est surtout moi qui suis contente. Cette émission est comme d'habitude. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. On est hyper content de vous retrouver. C'est évidemment aussi toujours sur les box. Vous nous suivez, vous regardez les émissions en replay sur YouTube, sur Dailymotion. Vous êtes de plus en plus nombreux et on est hyper contents. Merci, bienvenue, Entrecases, c'est parti. Alors effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Hélène Brulaire sur notre plateau. C'est un vrai bonheur. On va essayer de résumer un petit peu qui est Hélène Brulaire. Alors Hélène Brulaire, vous êtes la petite fille de l'écrivain Jean Brulaire, alias Vercors, plus connu sous le nom de Vercors. Vous êtes née à la fin du siècle dernier. Oh bah ça c'est bon, c'est dans mon album. Hein. En 1968. Oui, mais j'avais envie de commencer comme ça, voilà. Vous avez fait des études à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Puis ouais, mention très bien même. Avec mention très bien. Ouais. Alors, c'est bien de s'en vanter. Ça montre direct le niveau. Non, c'est parce que tout le monde s'en fout des diplômes dans la bande dessinée, clairement. Et vous avez commencé votre carrière d'abord en tant que graphiste et illustratrice, et puis finalement vous avez décidé de vous lancer dans la bande dessinée, un milieu qui, à l'époque en tous les cas, était plutôt exclusivement réservé aux hommes, où peu de femmes arrivaient réellement à s'imposer. Quelles ont été vos inspiratrices et vos inspirateurs dans la bande dessinée qui vous ont poussé, qui vous ont mené à en faire? Alors en fait, moi je me suis pas lancée tardivement dans la bande dessinée, j'ai fait les arts déco pour faire de la bande dessinée. Et c'est vrai que je me suis fait jeter en sortant des arts déco, vous voulez pas aller faire des livres pour enfants, c'est plutôt un truc de fille. D'accord. Je l'ai vraiment entendu mot pour mot, ça. Et effectivement, j'ai fait des bouquins pour enfants, j'ai fait de la direction artistique, j'ai fait plein de trucs, jusqu'au jour où j'ai pu enfin caser une de mes bandes dessinées, c'est le cas de le dire. Et puis, mes inspirations, c'était quand j'avais 10 ans, je lisais pas mal adolescente, Fluide glacial. Et à 10 ans, j'étais dingue de Reiser. Et Gottlieb ensuite, évidemment. Bon, après, Franquin, enfin, tous les dieux de la bande dessinée. Mais le grand secret profond de ce que je suis aujourd'hui, je le dois en partie à Claire Bretéché, qui est ma mère. Votre mère de la bande dessinée. Remettons un petit peu les c'est ma mère, elle ne le sait pas. Voilà, il n'y a pas de scoop ce soir, je préfère prévenir. Vous avez fondé le label d'édition Pop. On dit Pop? Alors oui, enfin on le dit plus parce que les éditions Glénat ont changé le logo et c'est devenu maintenant Glénat roman ou je sais plus. L'idée c'était de faire de l'adaptation de bande dessinée en roman, c'est bien ça? En fait, c'est ce que j'avais inventé quand j'ai adapté Titeuf en roman pour la jeunesse. Ça s'appelle des novélisations, normalement. Alors, ouais, mais des pop, mais bon. En fait, au départ, quand on partait d'une bande dessinée et que ça devenait un roman pour enfants, on racontait l'histoire et on mettait des illustrations pour occuper la page autour. Et je trouvais que c'était injuste de ne pas trouver un consensus entre le roman et la bande dessinée.
Et du coup, quand on m'a demandé de faire Titeuf, j'ai dit ok, mais moi j'utilise les cases. Donc il y a 5 cases, je démarre de la case avec les bulles, et puis on est obligé de passer par la lecture des bulles pour pouvoir comprendre la suite du texte. Et de mélanger BD et roman comme ça se faisait pas en France. Ouais. Et puis depuis, il y en a eu plein. Mais alors, qui est Shirley Underground? Vas-y, sors le dossier. Alors à l'époque, moi j'avais juste sorti un petit album de strip, je ramais pour sortir mes planches dans des magazines, etc. Enfin, j'en chiais un peu en bande dessinée, et du coup je prenais des pseudos pour les autres trucs, parce que voilà. Et donc Shirley et Enguerrand étaient les enfants du directeur du marketing de l'époque, qui était un grand copain. Voilà. C'est pas très romantique, hein. C'était une expérience intéressante quand même, cette création de collection d'entreprise. C'était une entreprise, Pop? Ou c'était juste une collection chez Non, un c'est éditeur? une grosse collection. Enfin, c'est devenu maintenant la collection de romans jeunesse chez Glénat, donc j'en suis super fière. Je l'ai fondée avec Fabrice Lejean, justement, qui était celui dont les enfants s'appelaient Shirley Enguerrand. Et aujourd'hui, lui, il fait autre chose, et moi aussi, mais ça reste, la collection se nourrit, et du coup, on se dit, c'est un petit bout de maison d'édition, en fait, qu'on mène, quoi. Alors moi, je suis plus dedans, parce que j'ai autre chose à faire aussi. Oui, vous avez pas mal de travail, mais semble-t-il. Mais c'est moi qui ai monté ce truc. Vous êtes connu pour tout un ensemble de réalisations, en partant du guide du zizi sexuel, évidemment. Mais Gros succès. Les textes du guide du zizi sexuel, Les textes, je préfère. Oui, enfin, vous êtes Oui, auteur. non, mais parce que comme il y a plein de gens qui mélangent un peu... qui se mélangent un peu les baskets en pensant qu'on l'a coécrit avec Zep. Du coup, j'en ai un peu marre qu'on me dise que j'apporte le café pendant qu'il exprime son génie. Bon, alors parlons de donc j'ai écrit les textes, mais je lui D'accord. laisse les dessins dont il est le maître. Il y a tout un ensemble, les autres filles, les mecs des autres filles, je veux le prince charmant, je veux toujours le prince charmant, Hélène Brulère est une vraie salope, ça, c'est pas moi qui le dis, je le dis tout de suite, c'est le titre d'un livre, soyons clairs. Love, faut qu'on parle, Starfuckeuse, et puis l'année dernière, le guide du Supermoi avec Berberian. Ouais, illustré par Berberian, et qui est un peu sur le même système que le guide du zizi sexuel. Il est aux éditions Delcourt, et j'adore ce guide. D'accord. Il parle de la vie avec la même simplicité, enfin c'est ce que j'ai cherché, certainement pas à écrire bien, mais à écrire juste, et qu'on me comprenne sur plein de sujets, la mort, être bien dans sa peau, c'est quoi être beau. Tout à fait. Enfin, il y a de tout dedans, et je suis très contente de ce bouquin. Et l'année dernière également, vous avez sorti avec deux de vos copines, Véronique Grissot et Sophie Chédru, vous avez sorti Largué, qui a fait pas mal parler de lui, qui n'est pas sorti chez Delcourt, mais chez Hugo de Zinge. Non, Largué n'est pas sorti chez Delcourt, Voilà. pour des raisons... d'abord parce que Sophie était éditrice à l'époque, Oui. chez Delcourt, et que elle n'avait pas du tout l'intention de mélanger tout, quoi. Absolument. Les casquettes d'auteur et d'éditrice. Cela dit, ce qu'on peut dire aussi que ce livre, c'était un gros succès, qui va être adapté au cinéma. Donc il y aura une deuxième vie pour ce livre-là. Alors, on a signé avec UGC. En revanche, ça ne veut pas dire que ça va sortir... voilà, signer un contrat, ça ne veut pas dire que le film apparaît à l'écran après. Hein. Ça prend du temps, mais c'est un vrai succès aussi de se dire C'est que ça. ça a été remarqué. En tout cas, il a été considéré comme suffisamment intéressant pour lâcher un peu de pognon pour acheter les droits. Et puis il a reçu le prix Artemisia aussi. Artemisia, autant pour moi. Je sais pas. Si, il faisait partie a priori des primés, il me semble bien. En tous les cas, des nominés. Mais Nommé, je crois. Je suis pas sûre qu'il soit allé au bout. Pardon, mais... Ah bon, il n'a pas été au bout. Désolé de la désillusion très courte, mais... Oui, parce que... Alors, Il va falloir que je parle aux je suis pas au attachés de courant. presse.
Mais alors on parle de cette nouveauté ou pas? Je veux Voilà, pas vieillir parce que c'est évidemment. pas tout ça, elle a fait plein de choses. Ça prend du temps et donc du coup, zut, les rides. Et je fais du dessin animé aussi en plus. Oui, bien sûr, Ouais. on va en parler dans un instant. Là, aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter donc votre dernier bébé avec Je veux pas vieillir, avec déjà une couve qui est un petit clin d'œil aussi au travail de Claire Bretéché, à moins que je me trompe. Alors là, je vais vous dire, pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que ça serait pas un petit peu pompé sur Claire Bretéché? Pompé, non, c'est un hommage. Et ben je vais vous répondre, mais absolument. Ouais. Mais attendez, la couve blanche écrite à la main, mais vous savez même pas depuis combien d'années je m'entraîne à écrire comme elle à la plume. Et je me fais chier en plus à la plume et à l'encre parce qu'elle était à la plume à l'encre. Non, j'en suis pas à l'obsession, je vous rassure. Mais effectivement, ce sont les couvertures qui ont nourri ma jeunesse en humour. C'est Rézère, Bretéché, aujourd'hui Vuillemin. On est souvent sur de la couve blanche, titre rouge écrit à la main et une image qui frappe. C'est vraiment une image qui frappe sur la mienne. Voilà, j'assume aujourd'hui d'être une vieille carne qui a sa culture et qui l'utilise. Pardon, je fais un peu de bruit. Voyons, justement, le titre indique déjà le contenu, on peut imaginer ça. Alors moi je sais que, pour bien vous connaître, que vous avez l'habitude de parler pas mal de votre entourage, de vous appuyer sur votre connaissance des gens qui vous entourent, etc. Avec un humour avancé, un humour souvent même trash, vous allez au-delà très souvent de quelque chose d'un petit peu plus tamisé. Ça, oui, c'est alors, votre style, c'est votre genre. On dit, je relève très souvent comme adjectif entre trash et carrément agressif. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que je dis la vérité, mais... Ok. Enfin, la vérité crue, dans le sens... bon, alors, pour pas mettre connard, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh ben, connard. Parce que moi, je veux mettre ce que je ressens. Allons directement au sujet, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup cet album, pour plein de raisons. D'abord parce que je retrouve l'Hélène Brunès que j'adore, avec cet humour justement incisif. Et puis, je crois que ce que vous savez faire mieux que n'importe qui, c'est aussi parler un peu de vous. Alors là, par contre, je suis un petit peu surpris. Parce que... Je ne fais que ça, c'est ma passion. Oui, c'est ça. Et je parlais évidemment dans vos bouquins. Et alors, je suis quand même assez surpris de cette thématique-là, parce que vous êtes encore aussi fraîche qu'un pétale de rose le matin, avec un brin de rosé, vous voyez ce que je veux dire. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sujet-là, à aborder ce sujet-là? Le brin de rosé, je me vois dans l'écran, bonjour. Merci, en tout cas pour l'effet de contraste. Oui, tu vois ma gueule défraîchie à l'écran et l'autre, elle a le brin de rosé. Alors, d'où vient ce sujet? Eh ben de moi qui suis en train de partir complètement vers la boîte en sapin. Oh, enfin, quand même. Comme nous tous. Oui, enfin moi je suis bien plus vieux que vous et je me sens encore parfaitement jeune. Bien plus vieux. Alors allons. En fait, comme pour tous mes albums, je sais pas 2 mois avant ce que je vais faire. Simplement, ça fait quand ça a besoin de sortir, quand ça tape à la porte et que je me dis putain c'est ça que je veux dire, c'est ça et en fait c'est le même sujet et je me dis en fait j'ai que des idées sur le fait de vieillir, de grossir, bref, et de mourir. C'est-à-dire que concrètement, en fait, le matin vous vous levez, vous mettez votre jean, vous avez du mal à le fermer, vous dites je crois que je tiens un sujet. C'est ça? Non, en fait ce qui se passe c'est plutôt oh putain, mais les boules de vieillir, puis ça qui tremble, etc. Et puis tout à coup, je me dis, ça y est, c'est prêt. Voilà, et c'est un album. Donc là, je commence un album. Mais 2 mois auparavant, je sais pas que je vais faire ça. Alors c'est étonnant comment vous travaillez, parce que ce que j'en sais, c'est que cet album, vous avez mis plus d'1 an à le réaliser, mais en fait, au moins en 2 parties, puisque vous êtes aussi prise par tout un tas d'activités. Donc vos autres activités, en particulier l'animation, parlez-en un petit peu. Dites-nous ce qu'il en est. Alors je crée des séries animées pour la jeunesse, donc en dessin animé pour l'instant, mais je commence à aussi créer des séries, c'est-à-dire que j'invente le concept, j'ai
j'ai créé le concept des mini-justiciers qui est une série à la télévision sur TF1 Très et qui gros est en succès. saison 3 en cours, Oui. et dont je suis très contente parce que c'est Sébastien Guéroux qui est aux commandes sur l'écriture et que j'ai totalement confiance, et Raphaël Lamarque qui est à la réalisation. Donc je pense que là, on va taper pour la saison 3 dans vraiment qualité. Voilà. D'accord. Et puis, j'aime bien les concepts un petit peu comme le guide du sexuel et le guide du super-moi, toucher à des choses intimes, à la psychologie, mélangées à l'humour. Et là, j'ai une nouvelle série qui s'appelle Toc Toc, sur laquelle je travaille, avec mon co-auteur Fabrice Ravier, qui est mon co-auteur chéri pour toujours. Et voilà, on a inventé ça vraiment tous les deux, quoi. On ne sait même plus qui a trouvé quelle idée. C'est marrant de trouver comme ça son frère d'écriture. Moi, j'ai 49 ballets. C'est la première fois que j'ai cette connivence d'écriture où on veut la même chose, exactement. Donc ça, c'est fabuleux, et on en discute avec France 3, en espérant que ça se fera entre nous. Voilà, et ça s'appelle Toc Toc, et c'est mortel, c'est hyper drôle. Alors juste pour faire un petit clin d'œil à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Oui. Philippe Pochep. Pochep, qui est un mon ami, fifi. voilà, qui est un ami commun. Et sur une thématique, évidemment, qui est proche de la vôtre. Philippe, donc, sort Vieille peau chez Fluide Glacial. Philippe est un auteur fluide, avec une approche graphique que j'aime beaucoup, entre, justement, Gottlieb et Dika. Il a une façon de se représenter qui est épouvantable, on le sait tous, et ça nous amuse beaucoup. Et dans son livre, il décrit un petit peu ce qu'est les souffrances d'un homme de 50 ans qui, pareil qu'une femme qui vieillit, se retrouve devant sa glace et se dit... Il manque quand même certaines parties. Il y en a qui sont là et qui ne devraient pas y être, en gros. Voilà. Alors, c'est très très drôle, c'est très incisif. C'est du Pochep pour ceux qui aiment tout cracher. Donc je vous le conseille également. Voilà, ça s'appelle Il m'a fait Vieille une peau. super dédicace. C'est un amour, ce mec. C'est vraiment un amour. Voilà. Je l'adore, et en plus, c'est un auteur vraiment exceptionnel. Il a un style à lui qui est reconnaissable partout, et en plus, en dessin, c'est pas toujours évident, mais il progresse d'album en album. Ouais. Pas progresse dans le sens il est meilleur, parce que c'est pas à moi de le dire, enfin en tout cas d'exprimer un jugement de valeur, mais en tout cas son dessin devient de plus en plus lui. Oui, absolument. Il rentre dans du Pochep encore plus à chaque album. C'est quelqu'un qui est arrivé un peu sur le tard dans le monde de la bande dessinée et qui a un talent absolument exceptionnel, et en plus c'est véritablement un amour. Ah ouais, donc on l'embrasse, super, voilà, qui est très drôle dans la vie. S'il nous regarde, on l'embrasse. On va passer à la suite, et c'est Emmanuel qui va rendre un petit hommage à Michel Plessis, qui nous a quittés maintenant il y a quelques jours. Donc on fait une petite coupure, et on attaque avec un hommage pour Michel Plessis. Oui, parce que alors, je vous assure que je n'étais pas la seule à être très choquée, très marquée par le départ de Michel Plessis, très prématuré évidemment, parce qu'il est mort d'une crise cardiaque, donc c'est toujours très inattendu, à 57 ans, ça aussi, pareil, forcément on ne l'attendait pas. C'est un monsieur que je connais depuis très longtemps, que j'ai beaucoup évidemment fréquenté, beaucoup rencontré, beaucoup vu en festival, souvent croisé en interview, etc. Vraiment un monsieur, un vrai gentil, Oui. voilà, et qui vivait à Rennes, qui a eu une carrière, qui a beaucoup travaillé pour la pub au départ, fait des affiches. Il avait travaillé pour des fanzines, pour quelques magazines. Et puis, il a eu une première série dans les années 90 qui avait eu un beau succès, scénarisé par Dieter, s'appelle Julien Boisvert. Oui. Voilà, un album qui avait beaucoup marqué. Ça n'a jamais été un grand succès public, etc. Mais malgré tout, c'était un livre qui avait marqué les lecteurs de bande dessinée. Et puis ensuite, en revanche, il a rencontré le succès avec Le vent dans les saules, l'adaptation évidemment du roman du Britannique Kenneth Grahame, qui a été adapté en DVD, en dessin animé, puis en DVD, etc. D'ailleurs, c'était lui qui avait fait les couvertures avec ses personnages, donc rats, crapauds,
Saint-Malo et Taupe, ces trois petits personnages animaliers qui avaient donc fait les illustrations pour les couvertures des DVD lorsqu'ils étaient sortis en France. Je vous le dis en passant, mais voilà, c'était vraiment un beau succès. C'était traduit dans 15 langues, vendu à 200 000 exemplaires. Donc 4 tomes vraiment très marquants. Et en fait, alors, il avait 2 passions dans la vie. Il habitait à Rennes en Bretagne, mais l'autre endroit où il aimait beaucoup passer sa vie, c'était au Maroc. Il a notamment beaucoup travaillé ses livres à Essaouira. Et donc après, il a fait une suite au Vent dans les Saules, il s'appelait Le Vent dans les Sables. Il avait emmené ses personnages au Maroc, à Essaouira, donc cette ville qu'il aimait et qu'il adorait tellement. Je vous ai pris celui-là, il y avait 4 tomes aussi, mais j'aime beaucoup cette couverture, cette création. C'est vraiment très très beau. Enfin voilà, dans son dessin, je vais vous montrer quelques planches parce qu'il était très connu aussi pour ça, évidemment. Ce dessin extrêmement précis, tout en couleur directe, extrêmement travaillé. Il avait travaillé d'ailleurs fait des scénarios pour Loïc Joanigo sur la famille Passiflore, qui est aussi un artiste assez proche graphiquement. Voilà, moi c'était un auteur vraiment adorable, gentil comme tout. Enfin, d'ailleurs, on l'a vu parce que comme il est décédé donc fin août, le 21 août précisément, il y a eu un débordement d'hommages qui a été fait, notamment sur les réseaux sociaux, très mérité, parce que c'était vraiment un garçon, un vrai gentil, vous savez, il n'avait aucun ennemi, je vous assure, je le connaissais bien. Ouais. Tout le monde aimait cet homme-là. Voilà, on était amis, on n'était pas amis, on était simplement en connaissance, mais il avait toujours un bon contact avec les lecteurs, avec les éditeurs. Donc voilà, il avait publié beaucoup chez Delcourt, un peu chez Dargaud. Le dernier album paru, c'était chez Casterman. Qui s'appelle Là où vont les fourmis, scénarisé cette fois par Franck Le Gall. Et d'ailleurs, il préparait un autre album, une suite encore au Vent dans les Saules, une nouvelle digression, qui s'appelle L'ombre dans les Saules, qui était prévue aussi chez Casterman. Donc, ça sortira ou pas, j'ai pas réussi à savoir s'il y avait suffisamment de planches pour le sortir. On aura la suite, mais voilà, moi je voulais lui rendre un petit coup de chapeau parce que c'était un monsieur gentil que, bon, tant qu'à faire, voilà. Bisous Michel. Il n'a pas réalisé un grand nombre de livres, effectivement. 13 albums seulement, voilà. Mais voilà, des livres qu'on a envie de garder. C'est ça qui est bien dans la bande dessinée, c'est que quand même, quand les auteurs sont plus là, on a des beaux livres dans la bibliothèque. Merci, il racontait que l'origine, justement, de sa précision dans son trait, puisqu'il avait un trait absolument incroyable. Si vous avez la chance de pouvoir voir des crayonnés de cet homme-là, il a une précision dans le trait qui venait en fait de sa myopie, parce que depuis tout jeune, il nourrissait un complexe. Il était persuadé que lorsqu'il faisait un dessin, c'était pas suffisamment précis. Et du coup, il passait des heures et des heures et des heures sur chacune de ses planches à faire le moindre trait. Voilà, un dessin merveilleux. C'est quelqu'un, effectivement, qu'on va regretter. Important, pour l'an dernier à Saint-Malo, il avait eu donc le grand festival de bande dessinée Quai des Bulles. Il avait obtenu le grand prix. Ça veut dire qu'il pourrait réaliser l'affiche pour cette année. Donc c'est quand même dingue parce qu'il est allé à toutes les éditions évidemment depuis la création de ce festival. Je vous dis, c'est un auteur breton, donc vraiment auteur majeur dans ce festival. Il était là tous les ans. Donc il a eu le grand prix seulement l'an dernier, j'ai envie de dire. Et donc c'est lui qui a réalisé l'affiche qui va être sur tous les murs de Saint-Malo fin octobre. Enfin déjà dès maintenant, puisqu'évidemment on la découvre là ici, mais elle est évidemment sur toute la communication de ce festival qui est le deuxième plus gros festival de bande dessinée en France. Donc c'est évidemment essentiel. Et voilà, donc c'est un peu triste finalement que cette affiche, il ne verra pas lui sur la ville de Saint-Malo, mais du coup le festival va lui rendre. Il y avait une exposition qui était prévue, mais ils ont rajouté une petite portion d'exposition justement aux hommages qu'on a découvert notamment sur les réseaux sociaux. J'en parle des auteurs qui ont dessiné à la manière de Michel Pessy, où on fait un dessin dans leur style, peu importe, mais pour lui faire un petit coucou. Et donc on aura aussi, ça a été rajouté dans l'exposition qui était prévue dans ce festival. Donc on ira voir ça fin octobre, à Saint-Malo. Cette émission se poursuit évidemment avec des gens vivants. Oui. Puisque Aude Mermillot vient de publier un très très joli album chez Les Reflets, ça s'appelle Les Reflets Changeants, et c'est le coup de cœur de BD Gestes présenté par Laurent Genati. J'ai beaucoup aimé votre livre, Laurent, très bon choix. Ça me fait très plaisir, Emma. Moi, je vous propose de rester un petit peu en été d'ailleurs avec cet album, avec une couverture qui rappelle un petit peu la plage, la mer, et un titre qui rappelle aussi la mer de Charles Trenet, Les Reflets Changeants. C'est le livre d'un jeune auteur. Pardon ? J'ai vous chantez Les Reflets Changeants parce que moi, je peux pas. Non, mais moi non plus. Je ne sais pas chanter. Il va pleuvoir. C'est la deuxième fois que tu nous fais le coup. Il va falloir que tu t'entraînes. Qui a 28 ans, qui sort donc son premier album. Elle a reçu le prix Raymond Leblanc en 2015. Je vous rappelle que Raymond Leblanc était le fondateur des éditions du Lombard. Et donc, elle a reçu un contrat d'édition aux éditions du Lombard. Et l'album est sorti il y a quelques jours. Donc, l'histoire, ce sont au départ 3 histoires indépendantes. On suit 3 personnages. La première, c'est Elsa, qui a une vingtaine d'années, qui vit une relation très difficile, plutôt toxique, qui a du mal à quitter son compagnon et qui a du mal aussi à commencer une nouvelle relation. Il y a aussi Jean, qui a 50 ans. Jean, lui, vient d'avoir une petite fille alors qu'il rêve de voyage et de bateau. Donc, il a du mal à assumer sa paternité. Et enfin, il y a Émile. Donc, Émile a plus de 80 ans. Il est devenu sourd pendant la guerre d'Algérie.
Et lui, il en a marre de la vie tout court. Il devient acariâtre, il ne supporte plus personne, il ne supporte plus sa femme, il ne supporte plus ses enfants et ses petits-enfants. Et ces 3 histoires, finalement, elles vont se recouper grâce à un chien, au chien d'Émile, qui va assurer un petit peu le lien entre les 3 personnages. Et ça fait partie des astuces narratives qui sont super intéressantes dans ce bouquin. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi, je ne sais pas Emma si vous pouvez aller sur une en-tête sur un début de chapitre en fait, où on voit des objets qui représentent en fait chaque personnage. Et l'idée d'Aude Mermilio vient de pilules bleues. Voilà, là on voit notamment des feux d'artifice. Vient de pilules bleues de Frédéric Peters, qui avait aussi l'habitude de présenter quelques objets avant les chapitres. Donc c'est un album vraiment très intéressant pour un premier album, qui est à la fois frais, dramatique, je ne vous dis pas pourquoi, il faut le lire, et c'est vraiment très sympa pour une première œuvre. Aude Mermilio, c'est une artiste qu'il faudra suivre, elle est pleine de projets, et notamment elle va sortir d'ici la fin 2018 un autre bouquin chez Casterman sur l'IVG. Donc une auteure à suivre et un bouquin vraiment à conseiller. Merci Laurent, à suivre donc, bravo. Aude Mermilio, Les Reflets Changeants, c'est paru aux éditions du Lombard. Alors moi je voudrais juste dire un petit mot, je vais pas avoir un mot très court. Oui, très court évidemment, sur un album qui me tient à cœur et dont je parlerai dans la prochaine émission. C'est un album qui s'appelle Maestro di Roma. Voilà, je vous le montre, Maestro di Roma, et c'est réalisé par 2 auteurs assez atypiques, Olivier Millot et JP. Atypique parce que JP fait près de 2 mètres et qu'Olivier Millot est quand même pas très grand. Je crois que vous les connaissez. Ah, bah c'est mes copains chéris, c'est ma bande, ma proche bande. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Ça me fait très plaisir que cet album soit présenté, parce que c'est vraiment des gens que j'aime énormément. JP est un immense dessinateur avec qui j'ai mon prochain album chez Marabule. Voilà. Mais quel teasing extraordinaire. Voilà. Bon, en tout cas, c'est aussi un beau teaser, puisqu'on a dit on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, celui-ci, j'en parlerai. Donc jeudi prochain, à 20h, dans Entre Cases, on se retrouvera évidemment avec Nicolas. Bien sûr. Avec Laurent Gennati, toujours derrière son écran, mais toujours tellement plaisir de vous revoir. Les filles craquent pour Laurent Gennati, il faut le savoir. Bien sûr. C'est ça. Vous voulez que j'ai des problèmes? C'est ça, oui. Et on retrouve avec 2 garçons sur ce plateau, 2 autres, auteurs de On Mars, on partira. C'est une histoire de science-fiction, on partira sur la planète Mars. Voilà. Ça, c'est jeudi prochain. Merci à Benjamin Vincent pour la réalisation. Merci aux 2 gars qui étaient avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Hélène Brulère. Je rappelle que votre livre, à vous. c'est Je veux pas vieillir. Pardon, je suis Hugo Dezinge. Précipitez-vous. Nous, donc, on la semaine prochaine. Merci. Vous pouvez nous revoir en replay sur le YouTube, sur Dailymotion, où vous voulez. Mais allez voir, mettez des commentaires sur Facebook, on adore ça. À très vite, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, comme vous voulez. À bientôt, bye bye. On vous embrasse.